La première démonstration directe du rôle des micro-organismes dans les maladies contagieuses vient du biologiste italien Agostino Bassi, qui travaille sur de nombreux sujets tels que la culture des pommes de terre, la fabrication du fromage ou encore la vinification. En 1807, il s'intéresse à la muscardine, maladie qui touche les vers à soie, et après 25 ans de recherche, il prouve qu'un champignon microscopique, Beauveria bassiana, est responsable de cette infection. En 1835, il publie une théorie expliquant que de nombreuses maladies des végétaux, des animaux et des êtres humains sont provoquées par des micro-organismes pathogènes. En particulier, il affirme que ces derniers sont responsables de la syphilis, rougeole, variole, lèpre, choléra, peste. Mais la plupart des scientifiques de l'époque n'accordent aucune importance à ces découvertes. En 1846, l'obstétricien hongrois Ignaz Semmelweis introduit la notion d'hygiène dans les hôpitaux. « 1846. La maternité de l'hôpital de Vienne a très mauvaise réputation. Beaucoup de femmes y meurent après l'accouchement d'une maladie que l'on connaît mal, la fièvre puerpérale. Ignaz Semmelweis, alors assistant dans l'établissement, décide d'étudier scientifiquement la question. La maternité comporte 2 cliniques, une où travaillent les étudiants, une autre où seules des sages-femmes procèdent aux accouchements. Quand ce sont les étudiants qui opèrent, une femme sur 5 meurt en couche. Quand ce sont les sages-femmes, c'est seulement 1 sur 30. Semmelweis fait des statistiques et émet des hypothèses pour expliquer la différence. La plus évidente pour l'époque est celle de l'existence de miasmes mortels. Impossible, affirme-t-il, les 2 cliniques seraient également touchées. Est-ce la surpopulation, la position lors de l'accouchement, la position du bébé? Aucune des explications ne résiste aux statistiques de Semmelweis. Ce que montrent les chiffres, rien ne peut l'expliquer. Mais l'année suivante, un collègue professeur d'anatomie meurt après s'être blessé avec un bistouri lors de la dissection d'un cadavre. L'autopsie révèle une infection identique à celle des femmes mortes de la fièvre puerpérale. Totalement ébranlé, je pensais sans cesse et intensément à ce cas, quand tout à coup, une idée me traversa l'esprit. La fièvre puerpérale et la mort du professeur Kolletschka étaient une seule et même chose. Puisque l'inoculation de particules de cadavres avait provoqué l'altération septique, la fièvre puerpérale devait avoir la même origine. Ces particules étaient apportées dans les salles tout simplement par les mains des étudiants et des médecins. Quelques années après, en 1850, le médecin français Casimir Davenne travaille sur le charbon, maladie touchant surtout les animaux herbivores et transmissible à l'homme. Les animaux atteints présentent d'abord des pustules ainsi qu'une forte fièvre, leur sang devient incoagulable et tout noir, comme du charbon, d'où le nom de la maladie, et ils finissent par mourir d'une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée. Les premières descriptions de cette maladie viennent de la Bible, au sujet des 5e et 6e plaies d'Égypte. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent, gens et bêtes furent couverts de furoncles bourgeonnant en pustules. Au XVIIIe et XIXe siècle, la maladie fait des ravages dans les troupeaux, mais aussi chez les éleveurs, vétérinaires, ouvriers de la laine et artisans perruquiers. Au cours de ces expériences, Davenne découvre avec le dermatologue français Pierre Rayer des petits corps filiformes dans le sang des moutons malades et morts du charbon. C'est la première description de cette bactérie, Bacillus anthracis, appelée aussi anthrax dans les pays anglo-saxons. En 1863, éclairé par les travaux de Pasteur sur les fermentations, Davenne démontre que ce bacille est responsable de la maladie du charbon et qu'il peut être transmis à un animal par injection de sang d'animaux charbonneux. Plus tard, en 1874, le médecin allemand Robert Koch et Louis Pasteur reprennent les travaux de Casimir Davenne. En particulier, Koch réussit à cultiver cette bactérie et découvre le phénomène de sporulation, permettant la survie de cette bactérie dans le sol sous forme de spores. Ils mettent en évidence le cycle du bacille du charbon. Après l'inhumation des animaux morts, les bacilles sporulent et survivent ainsi durant des années dans le sol.
Ces spores bactériennes, ramenées à la surface par les vers de terre, seront ingérées par des herbivores qui développeront la maladie du charbon. L'homme, quant à lui, peut être infecté par inhalation de spores, ingestion de viande contaminée ou plus souvent à l'occasion de blessures cutanées contaminées. Pasteur et Koch exposent alors la théorie germinale des maladies infectieuses, c'est-à-dire que les infections sont causées par des micro-organismes pathogènes. Notons que par la suite, Koch isole et cultive la bactérie Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculose, infection dont la transmission se fait surtout par voie aérienne. Cette bactérie sera aussi appelée bacille de Koch. De nos jours, les techniques de coloration, de culture et d'identification des bactéries mises au point par Koch sont encore utilisées. Après les succès de Pasteur dans l'étude de la fermentation, le gouvernement français lui demande de se pencher sur la pébrine, maladie des vers à soie qui ruine l'industrie de la soie. En 1865, Pasteur montre que cette maladie est due à un parasite protozoaire, Nosema bombycis. Il réussit à contrôler la maladie en prenant des chenilles provenant d'œufs pondus par des papillons sains. Au même moment, le chirurgien Lister développe une méthode chirurgicale aseptique afin d'éviter l'infection des plaies. Il stérilise les instruments par la chaleur, utilise le phénol sur les pansements et le vaporise sur les zones à soigner.